Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous propose le déballage et la présentation d'un de mes jeux les plus attendus pour la fin de l'année 2018. J'avais tellement hâte de mettre enfin le grappin sur ce titre. Aujourd'hui, je vous présente Teotihuacan. Je suis tout excité. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors voici la majestueuse boîte de Teotihuacan, City of Gods, la cité des dieux. J'aime beaucoup le visuel de cette boîte, j'aime l'épaisseur de celle-ci, je suis convaincu qu'elle va bien paraître dans ma bibliothèque. Donc première chose que je dois vous informer en fait sur le jeu, c'est qu'il s'agit d'un jeu de l'auteur Daniel Taschini ou Taschini, je ne sais pas trop en fait, mon italien est un peu rouillé, qu'on connaît entre autres pour avoir travaillé sur des projets tels que Les Voyages de Marco Polo, mais surtout Tzolk'in, le calendrier Maya. Alors, on retrouve dans Teotihuacan plusieurs, en fait, la thématique premièrement de Tzolk'in, mais on retrouvera également certaines mécaniques qui nous rappelleront ce dernier. On a également un mode solitaire qui a été pensé par David Turczi, qui est en fait l'un des auteurs qui a travaillé sur Anachronie. Alors, je suis convaincu d'ores et déjà que le mode solitaire doit être merveilleux et que puisque cet auteur ne fait que des bons jeux jusqu'à présent, en fait, dans son curriculum, c'est que des succès un peu partout. Je suis convaincu que ce jeu aura beaucoup de... En fait, est très prometteur. Alors, sans plus tarder, voyons voir de l'autre côté. Nous avons ici quelques petites informations sur le jeu. Il s'agit de la version anglaise présentement, mais vous devez savoir que la version française est également disponible. La seule raison pour laquelle j'ai la version anglaise, c'est que, eh bien, elle était moins chère et en plus, eh bien, elle était disponible maintenant. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 90 à 120 minutes. Alors, voyons voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte parce que c'est un peu pour ça que vous êtes venu ici. Donc, dans cette boîte rigide et épaisse, on retrouve toutes sortes de choses. Commençons par une panoplie de petits sacs refermables. Alors ça, c'est très bien. On va mettre ça de côté. Nous avons ici probablement tout ce qui est en bois dans un seul et même sac. Dans ce type de jeu-là, on est habitué de retrouver ça. Sauf que dans ce grand sac, eh bien, nous retrouverons de plus petits sacs et chacune des composantes est déjà divisée selon sa catégorie ou plutôt sa fonction. Une chose qui est bien en fait parce que ça nous évite de devoir démêler un sac de plusieurs composantes. Alors ici on a l'une des ressources, je crois qu'il s'agit de l'or. Qui va pouvoir, si je ne m'abuse, être utilisé pour remplacer d'autres ressources, mais je ne suis pas trop certain, là, je ne me souviens plus trop. On a ici des marqueurs pour le joueur rouge, nous avons des bâtiments juste ici, du bois, nous avons juste ici les marqueurs pour le joueur bleu, pour le joueur noir, pour le joueur jaune. Nous avons ici des cubes gris qui représentent le fer, je crois. Nous avons dans le fond du sac nos petits marqueurs. Il y en a un qui est le marqueur d'éclipse qui va déclencher enfin la fin de la partie. Et le second marqueur, je n'en ai pas la moindre idée pour l'instant. Peut-être pour l'une des pistes, là, mais je me souviens plus trop. Alors, on va les mettre de côté. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout ces grosses, ces épaisses, ces magnifiques tuiles d'un blanc immaculé. Alors, allons voir d'un peu plus près ces tuiles. Oh! Quelle sensation, mes amis! Alors,
Puisqu'on se retrouve dans la cité ou dans la thématique de Teotihuacan, eh bien, on doit bâtir le temple et on va le faire physiquement en plaçant sur le plateau qu'on va voir un peu plus tard des tuiles comme ceci afin de former la base du temple et au fur et à mesure que la partie va avancer, eh bien, on pourra commencer un second étage puis même un troisième. Alors, les tuiles sont... en fait, celle-ci était du mauvais côté. Les tuiles sont épaisses, sont assez légères, là, on doit dire. Là, c'est pas un bois qui est lourd, mais j'aime beaucoup le fini de celle-ci. Là, en fait, on voit qu'elles sont un peu lustrées. Elles ont des illustrations qui seront importantes pendant la partie parce qu'on va vouloir faire matcher, si on veut, ou associer des symboles semblables comme ceci, recouvrir deux symboles semblables et on a une espèce de petit vernis sur le dessus pour éviter d'endommager les imprimés. Alors ça, c'est merveilleux, superbe qualité de ce côté, très content. Alors, on va rentrer ça dans le sac. Nous allons débarrasser un peu tout ce qu'on a déjà regardé. Nous avons ici les dés. Alors, dans un sac qui s'ouvre à l'ancienne en déchirant. Alors, nous avons ici les dés, moins 1 parce que je viens de l'envoyer à l'autre bout de la pièce. Je dois me souvenir qu'il est là. Alors, je me prends une note mentale. Il y a un dé bleu près de la porte. Donc, nous avons ici les dés qui sont assez standards, on doit se l'avouer. J'aurais bien aimé... honnêtement, des dés un peu plus thématiques, avec vraiment cette ambiance. Je crois qu'on aurait pu faire des dés vraiment magnifiques, mais c'est des dés qui vont, en fait, qui vont faire la job, là, ils vont faire le travail. Ça représente nos travailleurs. Donc, c'est un jeu qui est hautement asymétrique en début de partie. Les joueurs vont commencer avec parfois des dés de valeur 1, peut-être même de valeur 2, dans différents endroits sur le plateau. On va déplacer ces dés. Je vais vous montrer ça dans quelques instants avec le plateau à l'appui. Et on pourra augmenter leur valeur. Plus la valeur du dé ou du travailleur plutôt sera élevée, plus il pourra faire des actions efficaces. Mais éventuellement, il va atteindre la valeur 6 et notre travailleur va, ou plutôt, c'est pas des travailleurs en fait, c'est des membres de la tribu Maya, ou il doit avoir un nom, des guerriers ou quoi que ce soit. Mais lorsque le dé atteint la valeur 6, il va transcender. Donc le dé va mourir et va retourner à sa valeur 1. C'est le cycle de la vie, hein, en fait. Alors, voilà pour les dés. Bon, qualité correcte, là. En fait, c'est des dés très standards, mais ça fait le travail sans problème. Alors, nous allons les déplacer temporairement. Bon, un autre dé en moins. Alors maintenant, je dois me souvenir qu'il y a un dé jaune près de la chaise à ma droite. On continue le déballage avec le livret de règles, ma foi, assez épais, 24 pages. Ouh là là. Mais connaissant ce style de jeu, on doit avoir plusieurs pages à la fin qui sont réservées à l'explication de tuiles. Alors ici, on a le but du jeu, les composantes. Un peu après, on a la mise en place. Alors, vous allez voir que c'est un jeu qui est vraiment... qui a une rejouabilité incroyable. On a une panoplie de tuiles qui peuvent être utilisées ou non et utilisées dans différentes configurations à chaque partie. C'est vraiment ce qui m'a attiré vers ce jeu, le fait de sa variabilité en fait. Donc, par la suite, on a la mise en place pour les joueurs, les règles de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant un tour? On a des petits encadrés colorés comme ceci avec des exemples. C'est bien. Bon, il y a beaucoup de texte. Les décorations. Et ici, finalement, la fin de la partie avec l'éclipse. Donc, au total, environ 17 pages de règles, moins les composantes de début. C'est un gros jeu quand même, puisqu'on peut y faire plusieurs choses, mais en termes de poids, je ne crois pas qu'il soit nécessairement beaucoup plus complexe que Tolkien si vous y avez joué par le passé.
On a ensuite des variantes de jeu, encore une fois des variantes pour la fin de la partie, des petits changements qu'on peut apporter. Alors ça peut être bien de prendre ça en considération. Et on a ici les explications effectivement concernant les tuiles qu'on va retrouver dans la partie. J'ai pas vu de section dédiée au mode en solitaire. Ça me chicote. Est-ce que j'ai passé cette information? Voyons voir. On va regarder ça ensemble. Alors, la mise en place, le tour de jeu. Dans une partie ici à 3 ou 4. Dans une partie à 2 joueurs. Peut-être dans les variantes de fin. Alors, ça, c'est la variante pour le fait de récupérer des bonus de début de partie. Oh, juste ici, alors j'avais complètement manqué. Je pensais que c'était des petits ajustements qu'on pouvait faire pour les parties générales, mais non, ce sont bien les règles en solitaire. Alors, on aura ici toutes les informations à ce propos. Alors, finalement, c'est beaucoup plus, en fait, on a ici les explications pour les tuiles, alors que les 4 autres pages juste ici sont dédiées, même 5 autres pages juste ici sont dédiées au mode solitaire. Alors on voit qu'il y a beaucoup de réflexion derrière ce mode de jeu et que ça n'a pas été fait sur le coin d'un napkin ou d'un essuie-tout au restaurant. Alors, on continue avec tout ce qui est en carton maintenant. Donc, on a ici les plateaux de joueurs avec les différentes... non, en fait, c'est pas les plateaux de joueurs, ça. Qu'est-ce que je dis là? Ce sont les différents lieux qu'on va pouvoir retrouver parce que je ne crois pas qu'il y ait de plateau de joueurs, en fait, dans ce jeu-là. Donc, ce sont les différents lieux qui vont se placer sur notre plateau principal. Alors, par exemple, là, je ne les connais pas, mais... On a le lieu 2 ici, le lieu 3. On a ici toutes sortes de tuiles qui peuvent être utilisées pour aller récupérer des masques qui peuvent nous donner des points. Parce qu'en fait, c'est vraiment une salade de points, ce jeu-là. On peut faire des points toutes les façons possibles et imaginables. Il suffit de savoir choisir. On a encore des lieux et ici des tuiles qu'il est possible de récupérer. Mais à partir d'ici, ce ne sont plus des masques. On aura donc d'autres bonus. Encore une fois, des lieux et d'autres tuiles de bonus. On peut regarder à l'endos. Alors, oh wow, un beau petit visuel juste ici. D'autres tuiles de carton avec des petits jetons en bas ici. Donc, nous avons ici des tuiles qui vont être placées encore une fois sur le plateau dans un lieu spécifique là, avec les clés. Je ne me souviens plus trop à quoi ça va nous servir. On a ici et là plein de tuiles, de bonus de début de partie, un peu comme dans Tolkien, au début de la partie, les joueurs vont piocher un nombre de tuiles X et vont en choisir 2, je crois, parmi celles-ci, et ça va leur donner leurs ressources ou avantages de début de partie. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on aurait déjà un avancement sur le temple, ou plutôt sur le dieu vert, je crois, 2 pierres, 3 or, et on commencerait avec un ouvrier dans le lieu 3 et dans le lieu 4. Et là, ben, vous voyez, il y en a tout plein. Alors, encore une fois, ça ajoute à la rejouabilité du jeu. Et ici, on a tout plein de jetons qui sont du cacao. Parce que oui, dans ce jeu, l'une des ressources très importantes, c'est le cacao. On n'a pas de petits jetons comme ceci là, en bois pour représenter le cacao, mais bien plutôt en carton. Et oh, une petite tuile promo pour Dice Settlers. Eh bien, je crois que Sylvain va être content d'obtenir ça. S'il ne l'a pas déjà obtenu par le biais de quelqu'un d'autre. Alors, toujours agréable d'avoir des petits articles promotionnels comme ça dans nos jeux. Et même si on n'a pas le jeu en notre possession, ça fait un très beau cadeau pour un ami. Donc, ici, nous avons le plateau de jeu et je veux vous montrer ce monstre parce qu'il est magnifique et gargantuesque. Alors, je vais essayer de vous le montrer du bon côté. Voilà. Alors, présentement, je dirais que le 3/4 de la surface de ma table est utilisé par ce gigantesque plateau. Heureusement, on n'a pas des plateaux individuels qui viennent s'ajouter autour. Je vais essayer de vous montrer un peu là, à quel point c'est
immense. Et on continue de ce côté. Donc, en plein milieu, nous avons l'emplacement de la Cité des Dieux, où nous allons placer les tuiles que je vous ai montrées un peu plus tôt et qu'on va construire le temple en 3 dimensions. Je crois qu'on peut aller jusqu'à un total de 4 étages sur le temple. On a ici les différentes pistes de Dieu sur lesquelles on va pouvoir progresser, un peu comme dans Tzolk'in. Nous avons ici l'avenue des morts, ou quelque chose dans ce style. Sur laquelle on peut grimper. Nous avons ici le marqueur, la piste pour l'éclipse qui va déclencher la fin de la partie. Des bonus qu'on peut aller récupérer, des puissants bonus qu'on peut récupérer lorsque nos travailleurs vont transcender parce que, bon, il y a certains avantages à ce que ceux-ci meurent. On veut quand même avoir un jeu qui est équilibré. Et nous avons aussi, je vais essayer de vous montrer là, les différents emplacements où les joueurs vont pouvoir circuler pendant la partie. Donc, ce qui est déjà imprimé sur le plateau, c'est comment je dirais ça, le mode de base, si on veut, la configuration, voilà le mot que je cherchais, basique, donc vraiment régulière, avec les lieux placés d'une façon à ce qu'ils soient stratégiques et plus facile probablement de s'approprier les règles de cette façon. Mais avec les plateaux qu'on a vus un peu plus tôt là-dedans, si je vais en chercher un, il serait possible en début de partie de les déplacer, en fait de les placer de façon aléatoire, ce qui vient changer complètement. Le lieu 7 maintenant n'est plus de ce côté du plateau, il est là. Donc ça ajoute encore une fois à la variabilité du jeu. Et ce qu'on va devoir faire pendant la partie, c'est tout simplement de placer nos dés dans ces endroits. Selon la valeur des différents dés, il y aura des actions qu'on pourra effectuer. Là, je sais que je suis un peu loin, je vais essayer de vous montrer peut-être un peu plus près. Juste ici. Alors, selon le nombre de dés qu'on va placer, parfois c'est selon leur valeur également, on va obtenir différents avantages. Il y a des tuiles qui peuvent être placées ici. Et donc, lors d'un tour, ce qu'on va faire, c'est récupérer un dé d'un endroit et l'avancer de 1 à 3 cases, je crois, ou 1 à 2. Et lorsqu'on va atteindre un emplacement, nous allons effectuer l'action de ce lieu. Il y a certains symboles comme ceux-ci qui nous indiquent qu'on peut augmenter l'expérience de notre guerrier. C'est comme ça que notre dé va devenir de plus en plus efficace. Il est également possible d'avoir 2 dés au même endroit, ce qui va nous permettre justement d'effectuer des actions plus fortes. Et il est possible aussi de jouer dans des endroits où est-ce qu'il y a déjà des joueurs. À ce moment-ci, si je déplace mon dé dans cet emplacement, je dois payer une pénalité pour chaque couleur qui ne m'appartient pas, qui est présente. Alors, voilà un peu les grandes lignes de Teotihuacan. Et là, j'ai des composantes étalées un peu partout sur ma table. J'ai des dés qui sont par terre. Mais j'espère que cette vidéo vous aura donné assez d'informations pour piquer votre curiosité, du moins, avec ce jeu qui a l'air, ma foi, hallucinant. Alors, merci pour votre écoute et moi, je vous dis à la prochaine.